Bonsoir à tous, bienvenue sur Team Sport. En ce jeudi 28 janvier 2022, je suis très content de vous retrouver sur Team Sport avec ce soir accompagné dans ce studio un peu spécial Tanguy le Jeune. Bonsoir à tous, bienvenue à la maison. Bonsoir Tony. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Et bonsoir Victor. Bonsoir Alexis qui nous regarde. Ouais. Émission un peu particulière, comme vous l'avez compris déjà le décor, on n'est pas dans les studios habituels d'Infocom, nous sommes chez Tanguy qui nous a généreusement accueillis pour cette émission. Autre aussi info, on pense bien sûr à Alexis, positif au coronavirus, qui ne peut pas évidemment assurer l'émission avec nous à l'isolement, mais qui doit nous regarder, on pense bien sûr à lui. Et n'hésite pas à réagir sur le chat si tu écoutes cette émission. Voilà, ce soir sur Team Sport on a un programme très chargé, on va alors revenir sur ce combat qui était attendu en UFC 270 en MMA entre Francis Ngannou et Cyril Gane. Victoire de Francis Ngannou, on en reviendra avec Tony pour le débrief. On parlera du football, de la Coupe d'Afrique des Nations avec les quarts de finale, on connaît désormais les affiches. Des affiches de la Coupe de France, ce sera les huitièmes de finale ce week-end. Puis on aura un petit point mercato à quelques heures de la fin donc, de ce mercato. Okay. L'Open d'Australie, les demi-finales hommes et la finale femmes, on débriefera tout ça et tout ce qui s'est passé cette semaine pour ce premier grand chelem. On évoquera le handball et comment ne pas évoquer cette demi-finale sensationnelle entre l'équipe de France et le Danemark. La France est en demi-finale de son Euro. Et enfin le biathlon, on reviendra avec Victor sur les épreuves de la semaine dernière et on se projettera sur ce week-end. Vous sortez peut-être du restaurant ou alors du cinéma, vous rentrez un peu tardivement de votre journée de travail, vous êtes sur Team Sport et une fois n'est pas coutume, vous avez bien raison. Messieurs, Cyril Gane, Francis Ngannou, c'était le combat tant attendu aux États-Unis ce samedi soir, la semaine dernière, à Anaheim, en Californie exactement. Francis Ngannou, après une lutte intense, s'est imposé par décision unanime, 48-47, 48-47, 48-46. Je vous propose le débrief avec Tony. Tout à fait Antoine. Donc l'événement du week-end, on en a parlé dans nos stories si vous nous suivez sur Instagram. L'événement du week-end, on s'est levé à 6h du matin pour suivre ce combat à française. Incroyable, donc tout simplement championnat du monde des poids lourds de l'UFC. Francis Ngannou, le Predator, contre Cyril Gane, le bon gamin, donc un Français en plus au final de championnat du monde des poids lourds, donc c'était un gros combat, on était à fond derrière lui. Et bah, les deux mastodontes nous ont livré un gros combat, puisqu'on s'attendait tout simplement déjà à la puissance de Francis Ngannou contre la technique et la vivacité de Cyril Gane. Et on peut dire que Cyril Gane nous a régalé parce qu'il a fait un très bon combat. Au début, il a bien commencé, il a bien entamé son combat. Il a remporté les 2 premiers rounds. Donc on a bien vu son jeu pied-point, sa vivacité, sa technique qui lui proviennent du Muay Thai, comme on a pu voir avec ses enchaînements pied-point, comme je le disais, ses nombreux middle kicks, ses high kicks, notamment le high kick qu'il a mis à la deuxième minute du deuxième round, magnifique. Le Francis Ngannou a mangé son talon, clairement. Et puis voilà, donc il prenait le dessus, la ceinture lui tendait les bras, mais c'est vrai que dès le troisième round, Francis Ngannou s'est réveillé et il nous a étonnamment surpris, puisqu'il a tout simplement pris le dessus sur le combat, mais au sol, avec le jeu au sol. Et ça c'est impressionnant parce qu'il avait l'habitude de gagner par KO avec donc ses anciennes victoires, c'est beaucoup des victoires par KO. Il misait sur sa puissance et ses coups puissants du coup, et il mettait souvent KO au premier, deuxième ou troisième round de ses adversaires, et là Cyril Gane a réussi à tenir. Et malheureusement pour le bon gamin, Francis Ngannou était très fort au sol, et du coup il nous a dévoilé une nouvelle palette technique qu'on ne connaissait pas chez lui, donc il s'est bien entraîné. Il s'est surtout entraîné, il a beaucoup misé aussi sur le cardio du coup, puisque ce qui était l'un des points forts de Cyril Gane, c'est-à-dire l'endurance, a été pris de court parce que Francis Ngannou a réussi à tenir jusqu'au bout et à dominer au sol comme je le disais. Donc voilà, un très beau combat. On a eu un espoir pour Cyril Gane au dernier round quand il a tenté une soumission sur Ngannou avec une clé au talon, et on y a cru, mais Ngannou a résisté, a repris le dessus et une grosse domination au sol, et il a su s'imposer. Il a montré qu'il était le chef en catégorie poids lourd, qui gardait sa ceinture. Mais je pense qu'en tant que Français, on peut être fier de l'image donnée par Cyril Gane comme MMA, comme venant du MMA français. Et
c'est de bonne augure pour la suite. Je pense qu'il a toutes les qualités indéniables pour être un vrai champion. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ah, carrément. Bah, Cyril, ouais, il nous a fait rêver. Il nous a fait rêver les 2 premiers rounds, carrément. Il a fait le game plan parfait, à mon sens. Il a posé des gros problèmes à Francis Ngannou qui avait totalement des difficultés à aller le toucher. Cyril, avec son jab aussi, il a touché plein de fois Francis. Il l'a mis dans le mal parce que sans forcément faire de mal non plus à Francis Ngannou, il a su quand même marquer des points et du coup aller chercher ses 2 premiers rounds. Bon, après du coup il y a eu le talon dans le visage, on a eu chaud pour ça aurait été beau que ça se termine là-dessus, mais bon, Francis c'est aussi un guerrier. Et puis ouais aussi, je tenais aussi à féliciter du coup Francis Ngannou parce que comme tu l'as dit, c'est vrai que Francis on l'a jamais vraiment vu aller au sol, mais quasiment jamais. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit déjà durer aussi 3 rounds au sol. Après pour Cyril c'était difficile aussi de pouvoir faire quelque chose face à une masse comme ça de 116 kilos qui a franchement... c'est clair. Il pouvait quasiment limite plus respirer à un moment donné, mais Cyril est passé à 2 doigts, la clé de talon, la clé de bras aussi qui est pas passé loin à un moment donné. Bon, c'est dommage, il reviendra, il veut sa revanche et je suis persuadé qu'il l'aura. On parle d'un combat aussi avec Stipe Miocic pour un UFC qui se déroulera à Paris, ça reste encore au conditionnel, on ne sait pas encore, mais ce serait magnifique. Ouais. Ce serait un combat superbe et puis ramener le MMA en France, ce serait magique avec un event avec Cyril Gane, ce serait tout juste parfait. Ouais. Est-ce que physiquement il n'a pas péché à mesure que le combat durait au 3e, 4e round, est-ce que finalement il s'est pas fait avoir à son propre jeu? On sait que derrière il y a Francis Ngannou qui forcément a déployé une autre stratégie pour l'avoir. D'ailleurs ça l'a surpris, c'était surprenant, on s'y attendait pas. Mais justement pendant une pause entre 2 rounds, je crois que c'était au niveau du 3e ou 4e round, il y a Fernand Lopez qui lui dit, on l'entend, il dit à son poulain, t'es en train de perdre, ressaisis-toi, il te prend à ton propre jeu. Parce que justement, Cyril Gane a tout misé sur son cardio, il savait qu'il avait l'endurance. Et Ngannou n'a pas l'habitude de tenir 5 rounds, et justement, Cyril Gane comptait là-dessus. Mais ouais, il était épuisé en même temps, vu les 2 premiers rounds magnifiques qu'il a fait, ça se voyait qu'il était épuisé, il bougeait beaucoup, donc ça a forcément dû l'épuiser. Après, Ngannou nous a surpris du coup avec ses takedowns. Donc takedown, c'est la manière d'amener son adversaire à terre. Et il a fait des sacrés balayages, il a bien amené au sol au moment où il a cogné fort Cyril Gane qui a cogné la tête contre le sol du ring, donc je pense que ça a dû bien sonner aussi, ça a dû le casser un peu. Donc c'est compréhensible, maintenant il faut qu'il revienne plus fort, ils vont beaucoup travailler là-dessus. Et puis Ngannou a dit justement, il y a 2 ans ou 3 ans qu'il avait affronté Miocic pour la ceinture et qu'il avait perdu la première fois, il a dit pendant le combat, il s'est revu à la place de Cyril Gane qui commençait au bout du 3e round d'être vraiment mort. Et c'est vrai que Ngannou a dit qu'il allait reprendre le dessus parce qu'il s'était revu contre Miocic. Et justement, il a dit qu'il ne voulait pas refaire cette erreur et hop, il a réussi à se réveiller. Et c'est un magnifique combat en tout cas. Et on voit aussi du coup que Francis Ngannou, ça fait un moment aussi, on a vu qu'il était assez proche aussi avec Kamaru Usman et on sait que lui c'est un bon lutteur aussi. Ouais. C'est un mec qui aime bien la lutte. Donc Francis Ngannou il s'est largement amélioré sur le sujet, on n'avait jamais l'occasion de le voir, on l'a vu ce soir et maintenant il aurait pu cet élément de surprise là. Mais oui, c'est vrai qu'à chaque fois Francis il a toujours ramené une palette supplémentaire dans son jeu et c'est là aussi où Cyril a été surpris. Il disait qu'il s'y attendait, que Fernand Lopez lui avait dit constamment à l'entraînement il lui disait droit dans les yeux, il va t'amener au sol, c'est ce qu'il disait sur Popcorn hier du coup Cyril Gane. Et ouais du coup il s'est fait prendre à ça, Cyril a un petit peu oublié cette palette là du jeu, mais voilà, c'est dommage. Mais par contre Fernand Lopez aujourd'hui il va faire tout pour que Cyril Gane s'améliore en lutte. Hein. Il lui a dit aussi carrément, il y avait une interview sur La Sueur il me semble, donc King Energy, et il disait qu'il allait l'amener au Daghestan là, il lui laissait 10 jours de repos et qu'il allait l'amener au Daghestan avec des gros lutteurs là-bas et qu'il allait s'améliorer très vite. Donc on peut faire confiance en Cyril et en Fernand Lopez. Victor, déçu j'imagine Ouais. par Cyril Gane qu'on forcément on souhaitait un meilleur scénario. Ouais, parce que surtout que c'est un Français, que c'est rare. Puis moi j'aime bien, c'est un bon gamin donc. C'est vrai que toujours humble Cyril Gane et puis frustré quand même par rapport au résultat. Il le disait d'ailleurs à son retour à Paris. Je suis assez intelligent, j'ai toujours eu ça dans mes discours, peu importe le résultat, tant que la performance y est. On aurait préféré sortir avec la ceinture, mais on n'est pas si déçu que ça. Il y a un peu de frustration parce qu'on n'était pas loin d'avoir ce petit truc là. Mais bon, ça va me donner encore plus de hargne pour aller bosser à la salle. On imagine un retour au taquet dès... là, il y aura un peu de repos forcément, puis derrière, repartir sur
sur les bonnes bases. Bah ça risque de venir vite je pense parce que bon Cyril il enchaîne les combats déjà depuis 2-3 ans. Peut-être que là ça va peut-être durer un petit peu plus de temps, le temps que lui décide de trouver le bon combat parce que va pas falloir non plus dire oui à un combattant qui arrive peut-être aussi par peur de se faire surprendre. Après on sait que Cyril a la tête sur les épaules comme tu l'as dit et que lui il est très, très solide, très constant. Mais ouais, bah de toute façon je pense qu'aujourd'hui le plus dur est à venir entre guillemets. Parce que c'est bien d'arriver à la ceinture et après, bah, même s'il l'a perdu, bah, maintenant il va falloir quand même aller la chercher, retrouver la motivation pour retourner au combat. Donc, Après, c'est un gars, il a toujours dit, il n'a pas peur de la défaite. Oui. Et là, la preuve, il a perdu. Et je pense que d'avoir quand même goûté à la défaite, ça va lui faire du bien pour mieux revenir. Et voilà, je pense L'humilité que voilà, de Cyril Ngannou. c'est comme le grand champion. ouais, c'est clair. Alors avant de passer, parce qu'il y avait aussi des résultats annexes cette soirée lors du gala, on a peut-être une petite info aussi sur Francis Ngannou qui va se faire opérer du genou avant une longue absence. Ça nous est paru il y a quelques heures, le Camerounais devra attendre entre 9 et 10 mois avant de revenir dans la cage, donc il faudra patienter avant une éventuelle revanche entre les deux combattants. Ça c'est pas une bonne nouvelle, mais on savait qu'il était déjà un peu limite avant le combat. Avant le combat, ouais, il était déjà un peu limite sur son genou, mais bon, on espère qu'il se rétablisse au plus vite et qu'on puisse voir un combat. On a hâte en tout cas de voir la revanche. Et puis il faut qu'il règle encore son contrat avec l'UFC. Avec l'UFC, ouais. Puis c'est normal de sa part aussi de rentrer dans cette période de négociation. Quand on sait qu'on a Tyson Fury qui gagne 20 millions par combat et Francis Ngannou qui gagne 600 000, ça reste très bien 600 000, hein, moi j'aimerais bien les avoir. mais c'est sûr que des fois ça peut poser les combattants, ça peut amener les combattants à réfléchir. Après, c'est pas le même sport, tout ça, ouais, C'est forcément. pas le même mais- sport, c'est sûr. Il y avait les résultats donc, du gala, les résultats annexes de cette soirée avec Tanguy. Ouais, bah alors du coup, l'UFC 270 a commencé du coup à 4h du matin. On a eu toute une couverture toute la nuit avec RMC Sport. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi toute la nuit, mais c'était assez sympa à vivre. Donc on a commencé la soirée avec Michael Morales qui a gagné par TKO contre l'américain Trevin Giles au premier tour. Donc ça a été un combat très très rapide, mais c'était assez marrant de voir aussi, assez beau de voir deux combattants assez peu connus qui arrivent dans les MMA et qui ont envie de tout casser, parce qu'on a vu les deux au début qui étaient vraiment assez rentre dedans, mais du coup ouais, ça a été gagné du coup par Michael Morales. Donc à voir la suite. Et ensuite du coup, un petit peu plus tard dans la soirée, juste après ce combat, on avait l'américain Cody Stamann qui a perdu contre Saïd Nurmagomedov, le Dagestanais, qui a donc remporté son combat au premier round. Et le Russe il s'est imposé du coup par soumission avec un étranglement par guillotine. Donc c'était assez impressionnant de voir ça, hein. Il a vraiment chopé, serré, bien fort, bien comme il fallait. Tu vois que Cody, justement, il n'a pas cherché et tout de suite il a tapé, Ouais. il savait qu'il était Carrément. foutu. Ouais, carrément. Et puis en plus, c'est là où on montre aussi que les Dagestanais, ils ont vraiment une qualité primordiale. C'est la lutte, c'est l'amener au sol, c'est le corps à corps. Les Dagestanais savent vraiment très bien faire ça. On le sait aussi avec Khabib Nurmagomedov aussi. Pas de lien familial entre les deux, mais ils se connaissent bien. Mais voilà, on sait que les Dagestanais sont très forts là-dedans. Donc il y avait un autre combat ensuite. Le combat suivant donc entre le portugais André Fialho et le brésilien Michael Pereira. Et donc ce combat est allé à son terme et André Fialho a du coup gagné par décision unanime des juges. Très serré. C'était assez serré, ouais, mais du coup quand même décision unanime des juges, ils avaient l'air assez d'accord entre eux. Mais c'est vrai que c'était un beau combat, très serré comme tu l'as dit. Et donc voilà, c'était sympa à voir. La soirée était vraiment très très active, c'était super à regarder. Avec un café ou deux, la soirée elle était excellente. Ouais, il faut bien le café quand même. Ouais, c'est derrière, ça. parce que... Il en fallait. Et du coup, le premier main event de la soirée, c'était du coup le troisième combat entre Brandon Moreno, le Mexicain, et Deiveson Figueiredo. Donc Brandon Moreno était le champion de titre, il avait la ceinture. Et du coup, c'est le Brésilien qui l'a emporté après un combat vraiment aussi très serré. On a vu Figueiredo qui a quand même mené, je pense, les deux premiers rounds. Il touchait, il frappait moins, mais il touchait plus, il était plus précis. On l'a vu beaucoup mettre des low kicks aussi sur Brandon Moreno qui a vacillé 2 ou 3 fois. Et ensuite, Brandon Moreno a commencé aussi à prendre possession de la cage. Il devait sentir que le combat était en train de lui échapper. Il s'est réveillé, ça a marché. Du coup, il a récupéré un petit peu des forces. Et au final, Deiveson Figueiredo a remporté la ceinture sur décision. Certains ont été surpris.
je pense que la décision est quand même assez correcte, dans le sens où Figueiredo, du coup, comme je l'ai dit précédemment, était plus précis, a frappé moins, mais du coup il a été plus précis touché, et il a touché aussi. Du coup, ouais, c'était en tout cas un très beau combat qui nous a amené du coup avant Francis Ngannou, jusqu'à Francis Ngannou et Cyril Gane. Qui a maintenu l'attente. Qui a maintenu l'attente, ouais. Mais au début, on a eu peur parce que, enfin, on a dû attendre un petit peu parce que les combats s'enchaînaient. On a eu 2 victoires au premier round. Après, bon, ça allait 2 fois la décision, mais on a failli devoir attendre pour le combat Cyril Ngannou et Francis Ngannou et Cyril Gane, pardon. Désolé. On s'y perd. Ouais. Voilà, pour lui laisser pour le MMA, puis donc on espère Cyril Gane évidemment une revanche, ou en tout cas une suite de saison prometteuse, et puis ça promet quand même. Ouais. Après cette belle bagarre. Allez, avant de passer à un tout autre sujet, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe de France, puis derrière le petit point mercato, il est 20h21. Vous savez ce que vous faites, ceux qui nous écoutent sur Team Sport. Il est 20h21, et ben vous partagez cette émission sur tous les réseaux sociaux, vous nous suivez, vous en parlez à vos proches, et ce sera super, voilà. Il est très fort. Il est très fort. T'as déjà pensé à faire le youtubeur, toi? Le football avec la Coupe d'Afrique des Nations, les 8e de finale qui se sont achevés, on va les débriefer, puis un petit point après derrière sur les affiches des quarts de finale avec Tony. Sur les quarts de Coupe de France. Tony d'abord avec la CAN. Ouais, d'Afrique des Nations avec Tanguy. Oui, c'est pour ça. Ouais. Voilà. On a eu, du coup, les 8e de finale de la CAN. Donc, on a eu des beaux combats, des beaux spectacles, des beaux matchs. On est sur du foot, c'est pas des combats. Oui, c'est plus des combats, mais ça reste des confrontations, donc on peut quand même parler de combats. Mais bon, du coup, on a eu trois matchs qui sont allés jusqu'au penalty. On sait du coup que dans cette Coupe d'Afrique des Nations ça marque pas énormément, mais on a eu quand même des matchs sympathiques. Donc on a commencé ça le 23 janvier avec du coup le match Burkina Faso-Gabon. Le Gabon qui a pris un carton rouge dans le match, et du coup on a eu la victoire du Burkina Faso au penalty. C'est on va dire le favori à gagner dans le match, parce que ils étaient quand même favoris face au Gabon, et du coup le Burkina Faso du coup qui se qualifie pour les quarts de finale. On a eu ensuite Nigeria-Tunisie, la Tunisie qui a remporté son match vraiment c'est serré, ils ont gagné 1-0, le Nigeria a eu un carton rouge aussi, donc on aurait pu attendre un petit peu plus de la Tunisie. Après le Nigeria ça reste quand même très solide, ils ont quand même une équipe assez correcte en Coupe d'Afrique des Nations, mais voilà, donc du coup la Tunisie qui passe au tour suivant. On a eu ensuite la Guinée contre la Gambie qui s'impose. Il y a eu 2 cartons rouges dans ce match. Il y avait beaucoup d'engagement dans cette rencontre. Et du coup, donc, la Gambie qui passe au prochain tour. C'est une surprise. On peut dire que c'est une surprise parce que la Guinée, c'est quand même la 150e nation mondiale. Et ça va leur faire du bien, et je pense qu'ils doivent être tous contents en Gambie, logique. Et on a eu aussi du coup Cameroun-Comores, donc là c'était un peu... c'était assez lunaire en plus ce qui s'est passé avant le match, parce qu'avec tous les tests Covid, même le gardien... on a mis un défenseur dans le but des Comores, c'est incroyable. Ouais, on a mis alors que le gardien des Comores était négatif avant le match. J'ai envie de dire le combat encore. Donc du coup il était négatif avant le match, mais il n'a pas été autorisé à jouer, donc on a mis un gardien dans les cages. Le Cameroun qui a imposé son jeu, qui menait 2-0. Il y a eu un carton rouge aussi au début de la rencontre, donc du coup les Camerounais avaient le match en main. Mais on a vu un beau sursaut d'orgueil aussi des Comoriens, c'est ça qu'on dit. Ils se sont bien battus, franchement ils se sont bien battus. Le gardien d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, petite anecdote, mais l'humoriste Ahmed Silla a grandi avec celui qui a le gardien avec l'équipe des Comores, et il lui a retweeté, a fait un tweet pardon, où il lui dit bravo mon frère, on a grandi ensemble quand on était petits à Nantes et tout, maintenant je te vois à la CAN et tout, en gros il le félicite, et le gardien lui a répondu merci mon frère, on a grandi ensemble et tout, je te voyais très peu au City, t'étais très nul au foot. Je l'ai clashé, c'était drôle. C'est marrant l'anecdote, merci Tony. Mais il y a aussi le bus des Comores je sais pas comment on dit. Ah oui. qui est arrivé en retard, les mecs ont dû changer dans le bus. Ouais, ils ont dû changer dans le bus. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont même pas eu d'escorte policière, alors qu'il y a le rappeur Rof qui est venu voir le match, et lui a eu une escorte policière. Donc on voit quand même le niveau d'organisation qui est quand même un peu décevant. Je trouve ça un peu limite la CAN. C'est très critiqué cette année la CAF. Ouais.
Non, Organisation, mais ouais, c'est bizarre quand même. c'est pas dingue. Des problèmes d'organisation depuis le début, des pelouses, on peut le dire, assez catastrophiques. Ouais. Hein. Pas mal de blessures déjà en plus depuis le début de la compétition, donc c'est dommage. Les autres matchs? Ouais, les autres matchs. Donc du coup, on a eu Sénégal-Cap-Vert. Le Cap-Vert, du coup, qui a eu 2 cartons rouges et à 9 contre 11. On sait que c'est difficile après d'aller remporter un match. Donc le Sénégal aussi qui a eu une très belle équipe. Donc bon, il n'y avait pas grand chose à espérer pour le Cap-Vert, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises. Et donc le Sénégal qui se qualifie 2-0 du coup pour les quarts de finale. Le Maroc aussi, on a eu une très belle performance de Achraf Hakimi. Et donc, du coup, le Maroc qui affrontait le Malawi. Ils ont remporté du coup la rencontre 2-1. On aurait pu en attendre peut-être plus aussi au niveau du Maroc. 2-1, c'est quand même un petit score, mais bon, c'est peut-être aussi difficile des fois dans des matchs contre des plus petites équipes comme ça, d'aller marquer des buts parce que la défense est plus basse. Mais bon, ça restait quand même assez maîtrisé. Quel coup franc d'Hakimi. Quel coup franc. J'espère qu'il va les tirer avec le PSG cette saison. Moi, il me faut bonne impression de Maroc. Je les verrais bien aller très loin dans cette Ils font partie des favoris, je pense, Ah oui, largement. avec le Sénégal et le Cameroun. Ensuite, du coup, on a eu un match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. C'était, je pense, la meilleure affiche de ces huitièmes de finale. Et du coup, bon, bah, il n'y a pas eu de but dans ce match. C'est allé jusqu'au penalty. Et Eric Bailly a raté son penalty. Il n'y a que lui qui a raté. Et du coup, bon, bah, l'Égypte qui se qualifie, l'Égypte de Mohamed Salah, qui aussi, je pense, est une prétendante pour la compétition, pour la finale. Après, bon, on verra ce que ça donnera avec le Maroc, mais ils vont s'affronter au prochain tour. On y reviendra après, mais ce sera Égypte-Maroc au quart de finale. Et bon, bah, pour finir du coup ce petit récapitulatif des huitièmes de finale, il y a eu Mali-Guinée équatoriale qui est là aussi s'est terminé sur penalty. Et la sensation, du coup, la Guinée équatoriale qui se qualifie, qui a réussi à tenir en échec le Mali. Donc ouais, très belle performance et c'est beau, c'est une très belle performance. Oui, du coup, je m'arrête. Merci Francky pour tes résultats, d'une précision et d'un débrief parfait. Voilà. Du coup, on attend les affiches pour les quarts. Ouais, vas-y. Alors les affiches pour les quarts, donc on aura le 29 janvier, donc c'est-à-dire samedi soir, Gambie-Cameroun. Samedi soir, oui c'est ça. Gambie-Cameroun, donc bon, c'est pas une surprise de dire eux en plus, donc le Cameroun est favori. On verra ce que ça donne, on ne sait jamais, mais ouais, Cameroun grand favori de ce match. Burkina Faso-Tunisie, là aussi, je pense. Tunisie, on ne sait jamais, mais voilà, Tunisie. Égypte-Maroc, donc là ça va être la grosse affiche des quarts de finale. Ça va être c'est Maroc un peu plus je pense quand même, mais l'Égypte ça fait 2 fois là qu'ils tombent sur un tirage assez difficile. Ouais, c'est vrai. La Côte d'Ivoire et là. On peut enchaîner. Mais s'ils gagnent, serait beau. Oui. Mais on sent que le Maroc quand même. Ouais, moi aussi. On sent que les attaquants, moi je pense surtout à Mohamed Salah, ils sont un peu perturbés aussi par les qualités des pelouses en fait. Techniquement c'est très difficile de jouer là-dessus quoi, et bon, ça marque peu de buts, on le voit depuis la compétition, on n'a jamais, enfin, il me semble qu'on n'a pas eu de match au-dessus des 4 buts, en tout cas très peu si c'est le cas. Mais on l'a vu même avec le goal de la Côte d'Ivoire, là, avec le match où il s'est viandé complètement, et le pauvre il s'est blessé en plus, c'est sa sortie, et c'est Serge Aurier qui a dû prendre sa place. Après, ouais, mais Mohamed Salah il a l'habitude de jouer avec la sélection égyptienne, donc peut-être les terrains comme ça, enfin je sais pas. Et après, du coup, pour terminer ces quarts de finale, on aura Sénégal, Guinée équatoriale. Et là, bon, bah. Sénégal aussi. Sénégal, on verra. Hein, Au moins que la Guinée refasse une surprise, mais on sait jamais. On sait jamais. Comme on dit, tout est possible dans le football. Si jamais le bus. Voilà tout. Voilà, vous savez tout désormais sur les affiches de cette Coupe d'Afrique des Nations en quart de finale. Dès demain, on a hâte. Dès samedi, hein, j'ai dit dès demain. En début d'émission, je dis qu'on était le 28, on est le 27. Hein. Oh non. Voilà. C'était erreur de précision. Coupe d'Afrique des Nations, on avait parlé de Vincent Boubacar, de ses performances la semaine dernière, qui a marqué déjà pas mal de buts dans cette compétition. C'est le meilleur buteur. Meilleur buteur. Et voilà, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur lui Très bon, non, bah qui continue comme ça. Je l'avais déjà dit, hein, mais bon, il est passé par les bons clubs, quoi, c'est tout. Il a joué à Valenciennes. Il était formé à Valenciennes ou il a joué? Ouais, il a joué à Valenciennes. Un favori qui dessine peut-être pour vous, le Cameroun à domicile. Cameroun à domicile, Maroc. Ouais, pareil, Cameroun et Maroc. Et Maroc, peut-être Sénégal. vrai. Mais faut voir. Bah Sénégal, ils avaient pas été en finale, il me semble, la dernière édition. Si, contre l'Algérie. Et voilà, ah bah oui, contre l'Algérie. Donc l'Algérie. On sait jamais. Je pense honnêtement, même avec la confiance, le vainqueur de Égypte-Maroc, je pense qu'il a de grandes chances pour aller Il y a moyen. Parce que pour la confiance, gagner un match comme ça en quart de finale face à une grosse équipe, parce que les deux sont des grosses équipes, elles se valent, même si Maroc, on a dit que bon, elle était un petit peu au-dessus quand même, mais pour la confiance, dans une compétition comme ça, c'est toujours bon. Donc, Voilà pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait du championnat, il y avait de la Ligue 1 le week-end dernier, mais on va pas revenir
Sur les résultats, juste pour redire qu'il y avait un match reporté de la 20e journée. Hier, c'était le match entre Angers et Saint-Etienne. Saint-Etienne s'est imposé. C'est imposé. La première de Pascal Dupraz, 1-0. Enfin. Saint-Etienne qui remonte donc à 2 points de Bordeaux 19e et à 3 points de Metz, 4 points de Metz barragiste. Voilà, Saint-Etienne qui se lance enfin, 15 points. Ouais, Et pour Pascal Dupraz, ça peut. Ils peuvent se maintenir. alors. Il y a moyen. Enfin, Puis ils sont en train de faire le mercato pour, donc Ouais. on en reparlera tout à l'heure dans la page mercato, mais c'est beau, tant mieux. C'est un club historique de Ligue 1, c'est le club tenant un titre du record de champion de France avec 10 titres de champion de France. Donc, Je tenais à dire que tout à l'heure, il a dit qu'ils en avaient 9. Hein. Je dis ça, je dis rien. non, j'avais dit 10. Ouais, t'avais dit 9. Non, je pensais qu'il était Ouais. à égalité. Bref. On va pas rentrer dans Je me corrige. ce conflit, si on peut le dire entre Victor et Tony Nagirala. Il n'y a pas de Ligue 1 ce week-end, il n'y aura pas de foot professionnel en tant que championnat, mais il y aura quand même de la Coupe de France. La magie de la Coupe de France, les 8e de finale, avec Tony comme affiche. Les 8e de finale, tout à fait, donc qui commencent demain, 21h, donc avec le choc de l'Ouest entre le FC Nantes et le Stade Brestois. Oh, c'est un derby. Ensuite, comment Ça sera pas la derby. C'est un derby. Le derby, C'est un derby. le choc de l'Ouest. Voilà. Oui, bah le derby de l'Ouest. Hein. Le dernier si tu veux. Ensuite, samedi, nous avons 4 rencontres avec tout d'abord l'AS Nancy-Lorraine, donc lanterne rouge de Ligue 2, dernier Ligue 2, qui affronte l'Amiens SC, donc 13e de Ligue 2. Donc voilà un choc entre deux équipes de Ligue 2 BKT. Et dans le même temps, à 16h15, nous aurons le Toulouse Football Club qui sera opposé au FC Versailles 78, titulaire de National 2 et premier de son groupe, il me semble bien. C'est ça, exactement. Donc ça va être beau, belle rencontre à voir. Pourquoi pas voir le FC Versailles s'imposer, qui est la seule équipe de National 2 encore en lice, avec le Bergerac Périgord qui accueillera Saint-Etienne dimanche. Mais avant cela, samedi, nous avons le Stade de Reims qui affrontera Bastia à 18h30. Et dans le même temps, l'OM qui accueille Montpellier au Vélodrome, donc un gros match. Et puis enfin, donc dimanche, en plus de Bergerac Périgord qui joue en National 2, qui accueillera Saint-Etienne, et on aura aussi dans le même temps Monaco qui se déplace à Bollaert pour affronter le Racing Club de Lens. Et enfin, pour clore les 8e, lundi au Parc des Princes à 21h15, PSG Nice. Voilà donc les grosses affiches de ces 8e, PSG Nice et Marseille-Montpellier. Vous voyez des Ça favoris. sera à 21h d'ailleurs. PSG favoris, je pense. Ça sera à 21h. PSG favori. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Saint-Etienne peut jouer un petit coup dans cette Coupe de France cette saison. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais c'est peut-être un peu. la part d'un Lyonnais, ouais. C'est peut-être aussi un peu ce qui les maintient finalement. Heureusement qu'il y a cet équilibre championnat Coupe de France qui permet en même temps de continuer à jouer un match après l'autre, pas casser le rythme et ça peut être une belle passerelle. Hein. Après, va falloir voir la stratégie de Pascal Dupraz, s'il préfère privilégier, et je pense que ce serait logique de faire ça aussi, mais s'il privilégie le championnat, ça va être difficile peut-être pour Saint-Etienne, s'il fait rentrer des remplaçants. Mais peut-être que ça pourrait aussi sauver leur saison à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, on sait que depuis de nombreuses années, même si c'est pas le cas cette année, ils jouaient la Coupe d'Europe. Pendant de nombreuses années, ils l'ont fait. Et peut-être que du coup, pour eux, la Coupe de France, ça peut être le moyen de renouer avec ça. Donc, pourquoi pas. Voilà. La magie. Et peut-être que je vais me tromper complètement, mais... Il faut perdre ce week-end et c'est fini, quoi. La magie des clubs avec Bergerac, avec Versailles. On espère aussi, pourquoi pas, inquiéter, titiller finalement ces formations professionnelles. C'est tout le charme finalement de cette coupe. Un favori pour aller peut-être au bout, PSG. Ouais, PSG, forcément. C'est voilà. De toute façon, on reparlera de cette Coupe de France la semaine prochaine. On entre dans le petit point mercato, puisque nous sommes le 27 janvier, le mercato se finit le 31 à minuit. Donc voilà les dernières nouvelles de mercato avec Tanguy, Tony. C'est chaud. Bruno Guimaraes à C'est Newcastle. très chaud. C'est très chaud. Voilà, donc les Lyonnais qui pour l'instant restent sur environ 4 millions, mais je pense qu'ils essaient de faire monter les enchères. On a aujourd'hui, j'ai vu un papier qui disait que Lyon avait augmenté, du coup, Newcastle avait augmenté son offre de 2 millions, on parle de 42 millions d'euros et 10 millions d'options pour Bruno Guimaraes. Donc je pense que du côté de Guimaraes, ça va être dur à refuser. Parce que déjà, il touche 220 000 euros par mois, il me semble, à l'Olympique Lyonnais. Donc si déjà on lui donne 10 millions à la signature, ça va être difficile de refuser, ça correspond à 4 ans de salaire à Lyon. Donc bon, voilà. Puis ça fait un bon coup pour Lyon parce qu'ils l'ont recruté 20 millions en 2020 à l'Atlético Paranaense au Brésil.
Et là, il ferait un beau bénéfice de plus de 20 millions, donc c'est bien. Financièrement, ce serait un bon coup. Lyon a l'habitude de faire ça, mais moi je pense surtout à l'aspect sportif pour Lyon. Sûr. Parce que Bruno Guimaraes, c'est un atout primordial. Il y a quand même encore Thiago Mendes, Maxence Cacré au milieu pour reprendre sa place. Mais en tout cas, ça va faire du mal à l'Olympique Lyonnais de perdre un gros atout comme Bruno Guimaraes qui, même s'il jouait pas beaucoup avec Rudy Garcia, et cette saison il prend vraiment une dimension exceptionnelle dans le collectif lyonnais et ça va peut-être faire du mal. Et aussi, je pense aussi au gang brésilien de l'Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta, qui va perdre aussi du coup un allié avec Bruno Guimaraes. Et on pense, messieurs, à Romain Fèvre du Stade Brestois, un accord potentiel possible. On parle que de rumeurs pour le moment, mais Romain Fèvre pourrait remplacer Bruno Guimaraes à Lyon, avec un accord qui se situerait. Enfin, la valeur estimale du joueur, c'est 13 millions d'euros. Voilà, c'est une info. Lyon s'intéresserait en tout cas à Romain Fèvre. J'ai du mal à penser qu'il pourra choper la place de titulaire en tout cas. Et même qu'il signe à Lyon, je pense que même c'est bien pour lui de rester à Brest sûrement jusqu'à la fin de saison. Après, il est talentueux, il est très bon, mais ouais, Brest, ça reste un club pas plus de seconde zone par rapport à Lyon, donc forcément il y a place de titulaire à Lyon. Je pense qu'il gratterait peut-être un peu le banc au début. Après, il peut tout de même s'imposer, qui sait, au fil des années, mais il faut voir ce que ça donne. Et il y a aussi, continuons les infos mercato, Zolkon 9 qui nous dit Matuidi, ça serait, alors pas d'accord officiel pour le moment, que j'ai pas vu d'officialisation, mais Matuidi serait d'accord avec les Stacks de 3 pour un retour dans son club formateur. Il manquerait plus qu'à résilier son contrat avec l'Inter Miami. Voilà. C'est déjà une belle chose. pratiquement fait, parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais le prochain groupe de l'Inter Miami pour le prochain match, justement, Matuidi ne figure pas dedans. Et ouais, niveau financier pour l'Inter Miami, ça va les arranger parce qu'ils ont un quota à respecter avec les salaires des joueurs étrangers. Et ils ont déjà Gonzalo Higuaín, Federico Higuaín, il me semble, le frère de Gonzalo. Et puis en plus de Matuidi qui a un salaire conséquent, je pense, pour eux. Vaut mieux qu'ils retournent à 3, ça serait beau dans son club formateur, et puis côtoierait un autre champion du monde, Adil Rami, donc ça serait 3, c'est les rois d'aller prendre des champions du monde. Alors Antoine il est content, voilà, il est content, c'est son club de cœur. Non, mais ça commence à prendre des joueurs d'expérience, c'est ça qui est beau, ça va chercher Kevin pardon, oui, désolé, oula. J'ai fait, oui, pardon. Ouais, ça va chercher Adil Rami, en vrai c'est bien, les deux sont potes, donc ça peut être parfait. Carré. Surprenant quand même, peut-être ce choix, là il y a 3. Non, c'est pas surprenant. Après on est en fin de carrière, mais est-ce qu'on peut pas aller vers un club un peu plus huppé? Ouais, mais c'est beau aussi son club formateur. Ouais. De toute façon, je sais pas s'il a encore le niveau pour aller dans un club plus gros. Je pense quand même, je sais pas. Après, peut-être que la MLS, le niveau a un peu rabaissé, donc peut-être qu'il a régressé aussi un peu avec. Ouais, et puis vieilli, donc. Non, voilà. je trouve que... Il y avait d'autres infos mercato. Et oui, tout à fait, on en parle. Donc les rivaux stéphanois, donc tout à l'heure on parlait de Lyon, les rivaux stéphanois qui sont en mission sauvetage du coup pour éviter la relégation et qui on a déjà vu recruter quelques joueurs, donc notamment Paul Bernardoni et Sada Tube en prêt par le SCO d'Angers. Mais aussi ils ont signé 3 joueurs sans club, Eliakim Mangala, l'ancien défenseur de Manchester City et de Porto, Joris Diagnon, l'ancien défenseur de Rennes, et Bakary Sako, ancien ailier de Saint-Etienne justement, qui revient dans son ancien club. Donc voilà, après c'est un show de Pascal Dupraz il me semble, mais en tout cas ils essaient de faire du recrutement, donc ça c'est bien pour eux s'ils arrivent à se maintenir avec ça. Et justement ils seraient tentés par leur ancien buteur Bafétimbi Gomis. Qu'en pensez-vous? Je comprends pas pourquoi ils font que recruter j'ai envie de dire des vieux, c'est pas non plus des vieux, mais... Gomis, meilleur buteur de l'histoire de son club au Qatar, Al Hilal. Après c'est le Qatar, mais je pense qu'il est toujours en forme malgré son âge. J'aime pas les joueurs qui recrutent, enfin j'aime pas. Non, je trouve ça pour ça hyper intéressant non plus, genre... Bon, on sait jamais s'ils arrivent à avoir des clubs après. C'est pas forcément comme ça qu'ils vont se sauver, quoi, en recrutant des vieux. Non, mais je pense qu'en tout cas, l'esprit de leader de vestiaire avec ces joueurs-là, ça peut être bien pour le mental aussi, parce que Pascal Dupraz, c'est déjà un leader de vestiaire, mais il a sûrement besoin d'avoir des porte-parole dans le vestiaire pour motiver tous ses troupes. Tout à fait, ouais. Et puis en plus, déjà, les gars connaissent le club, donc Bafé Gomis et Bakary Sako connaissent le club, donc ça peut être très intéressant. C'est peut-être pour ça surtout qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe stéphanoise avec, je pense notamment à Ouchiche, Lucas Guana il me semble, Mouefek, Masson, il y a beaucoup de jeunes et peut-être justement d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés autour, ça pourrait renforcer le leadership et la mentalité et pourquoi pas éviter la relégation du coup. Complètement, je pense. Voilà pour ce type de mercato. On a aussi une info de toujours Zolkon 9 qui nous dit: que pensez-vous de Marcelo qui serait en passe de signer à Bordeaux?
Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pour le relancer, ça peut être très bien lui, parce que bon, Marcelo, il est très irrégulier comme joueur, mais c'est vrai il commence à avoir aussi de l'expérience, donc malgré son irrégularité, ça peut toujours être très bien pour Bordeaux d'avoir un joueur comme ça qui vient pour aider le club à redresser la barre en Ligue 1. Pourquoi pas. Alors ils mettent de côté Koscielny, puis ils recrutent Marcelo. C'est des choix surprenants. C'est des choix surprenants. Non, par contre, un joueur que j'aime beaucoup à Bordeaux en ce moment et qui explose, c'est Wang Wijio, qui a marqué un triplé lors de son dernier match incroyable contre Strasbourg. Ouais, franchement, ça c'est beau de voir ça. Après, en défense, c'est vrai que c'est pas terrible, hein, donc on verra bien ce que ça donne pour la fin de la saison. Puis on sait que Marcelo aussi a fait quand même pas mal de boulettes avec l'Olympique Lyonnais quand il joue en tant que défenseur. Donc il faudrait pas pour Bordeaux qu'il ait des buts bêtes à cause de Marcelo. Après Marcelo ça reste un bon défenseur quand il est à son prime, quand il est à son meilleur niveau. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Mercato donc qui se finira le 31 janvier à minuit. Le tennis, l'Open d'Australie, c'est l'actuel sujet dominant en Australie, forcément le tennis, avec les quarts de finale qui se sont terminés hier. Et quel quart de finale, on va en débriefer avec Tanguy, les affiches des demi-finales. Mais avant cela, on connaît désormais les 2 finalistes dans le tableau féminin. Ashleigh Barty, la numéro 1 mondiale, qui a fait un tournoi jusqu'alors stratosphérique, affrontera la novice à ce stade de la compétition, l'américaine Danielle Collins. Réaction Tanguy. Ça va être un superbe combat. Ashleigh Barty qui est complètement en forme en ce moment, le numéro 1 mondial. Aucun set encaissé. Elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est complètement fou ce qu'elle nous fait. Franchement, elle est en train de rouler sur tout le monde pendant le tournoi. Je ne vois pas trop comment elle pourrait perdre face à Danielle Collins. Parce que Danielle Collins, c'est 30e mondial, elle fait un tournoi excellent. Elle fait un très très bon tournoi. Mais ouais, non, Ashleigh Barty, c'est quand même du top niveau sur ce tournoi. Elle est à la maison, elle est chez elle. Donc, surtout qu'elle l'a jamais gagné. Elle a déjà gagné Roland Garros et Wimbledon, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là, ça fait elle a jamais gagné chez elle. Il y a tout pour elle. Là, il y a vraiment tout pour elle. Ouais. Elle a marché aujourd'hui, plutôt c'est la nuit dernière en Australie face à l'américaine Case 6-1, 6-3. Première fois qu'une Australienne, que Ashleigh Barty pourrait gagner le tournoi. Ça fait depuis 1980 que les Australiens attendent une successeuse. Je sais pas si ça se dit. Un successeur. Voilà. On va dire ça comme ça. Swiatek, décevant, justement, dans sa défaite face à Collins, Iga Swiatek, la polonaise. Oui, Iga Swiatek, du coup, qui s'est fait éliminer du coup en 2-7. C'est dommage pour elle. Elle a pas su. Elle a pas su aller jusqu'au bout. On attendait beaucoup d'elle. Elle n'a pas été forcément présente pendant ce match-là. Elle a été dominée de bout en bout par son adversaire. Donc c'est dommage. Danielle Collins en tout cas qui fait un excellent tournoi. Voilà pour le tableau féminin. Un petit mot. Alizé Cornet éliminée malheureusement en quart de finale. C'était la première fois qu'elle atteignait ce stade de la compétition. Évidemment on aurait aimé qu'elle aille plus loin. C'est bien dommage. On attendait beaucoup de nos 2 Français qui restaient en lice. En quart de finale. Donc du coup Alizé Cornet, elle nous aura fait rêver pendant ce tournoi. Elle a montré beaucoup de combativité, mais déjà on voyait très bien dans l'attitude qu'en 8e de finale, pour elle, la victoire, c'était comme si elle avait gagné le tournoi. Donc c'est déjà cette mentalité-là, une fois que tu gagnes en 8e de finale, de t'écrouler par terre et de crier victoire comme ça. Le jour de son anniversaire, il me semble. Le jour de son anniversaire, oui, c'est ça. Mais pour elle, du coup, c'était tellement une victoire que je pense que ça devait être difficile après de se remettre dans le tournoi pour aller chercher. Elle l'a expliqué à nos confrères de l'équipe, elle disait justement j'ai dû répondre à une tonne de messages de mes proches. Je n'ai pas dormi de la nuit, à peine, j'ai récupéré un peu, mais. Et forcément derrière, sur un tournoi comme ça, tu le payes cash. C'est ça, pour la motivation, au début du tournoi, c'est toujours, je pense, assez simple de se mettre dans le mindset, il faut que je gagne, il faut que j'aille de l'avant. Une fois qu'on va en 8e de finale, qu'on s'appelle Alizé Cornet et qu'on fait des performances incroyables match après match, j'ai encore envie de dire combat. C'est un combat en soi, c'est un combat. Aussi. Dans une arène, mais une arène un peu à part. Mais ouais, du coup, gagner match après match et on a des messages et tout ça qui viennent de partout, qui félicitent. Et au final,
trouve certainement moins de motivation à peut-être aller plus loin, même s'il y a évidemment la motivation d'aller gagner le Grand Chelem, mais il y a déjà la satisfaction d'être déjà allé assez loin dans le tournoi, et je pense que c'est aussi ça qui a joué peut-être défaut aussi à Alizé Cornet. Mais bon, en tout cas, elle a pas à rougir de son parcours, hein. C'était très beau. Alizé Cornet qu'on souhaite évidemment sur la durée, on espère faire un résultat à Roland Garros maintenant, un résultat à Wimbledon, il faut continuer. Et puis il y a eu aussi Gaël Monfils, sur le tableau masculin. Gaël Monfils, on a espéré, il a fait un parcours plutôt jusque-là, un très bon parcours, même si c'était des adversaires hiérarchiquement inférieurs, et là, face à Matteo Berrettini, ça n'est pas passé. On a vu tout de suite dans les 2 premiers rounds qui s'est fait vite dépasser par l'Italien. Il a tout de suite rentré dans le match italien, il a vite pris le dessus, il a breaké donc à 2 reprises. Des sets en toute logique qui sont revenus du coup à l'Italien Matteo Berrettini. Après Gaël, sursaut d'orgueil. On a souvent l'habitude de voir ça chez Gaël Monfils, des petits sursauts d'orgueil comme ça dans les matchs. Ça lui arrivait assez souvent dans sa carrière en Grand Chelem. Donc il s'est réveillé, il est allé chercher un deuxième set toute beauté. Il a eu un peu de mal à breaker au début du 3e set. Mais il est allé chercher ce 3e set qu'il a relancé en pleine confiance pour aller remporter le 4e. Et on s'est dit que du coup c'était peut-être possible, on croyait tous en l'exploit, mais au 5e set il a lâché. Et ça c'est un petit peu symptomatique aussi de Gaël Monfils. On a pas mal de souvenirs du coup de Gaël Monfils qui perd les premiers sets, qui se remet dans le match et qui ensuite a du mal à repartir de l'avant. Une fois qu'il est un petit peu mis de travers, c'est un peu cette irrégularité là qui lui pose défaut dans ces tournois du Grand Chelem. Donc, du coup, il lui-même ne trouvait pas d'excuses à la fin du match. Il disait qu'il s'était fait rouler dessus par Berrettini dans le 5e set. Donc toujours très terre à terre, Gaël Monfils dans ses analyses. C'est dommage, mais il nous aura bien fait rêver aussi du coup. Est-ce qu'on se dit pas, Tony, Victor, par rapport à Gaël Monfils, qu'on n'a pas commencé le match un peu trop tard? On est mené, certes, on revient à 2 sets partout, mais il a quand même pêché dans ces 2 premiers sets, il n'a pas converti des balles de break qu'il a eu. Je vais laisser Victor répondre. Si, mais il y a eu même un jeu très long, il y a eu plusieurs jeux très longs. Peut-être aussi la fatigue, je sais pas, mais c'est vrai que c'est dommage. Si, je pense qu'il a commencé le match un peu trop tard, effectivement. Je sais pas si c'est quoi le problème avec Gaël Monfils, mais. Un jeu de 20 minutes, tu l'as dit, un jeu qui a duré 20 minutes, déterminant. Je sais plus si c'était avec Nadal ou si c'était avec Monfils, mais pardon. Dans le 2e set, 20 minutes, Tony. Ouais, c'est con pour lui, mais bon, il a réussi à revenir 2 sets. Et à perdre le dernier, c'est dommage, mais il a pas fait une Medvedev qui lui a réussi à remonter et à tenir, mais surtout ce qui est dommage, c'est que le dernier set, vraiment, il s'est fait rouler dessus, il n'y a même pas eu d'espoir pour nous. Normalement, on était à 4-0, 3-0, je sais plus. On a même été à 4-0. On n'avait plus d'espoir, c'est dommage, quoi. Vraiment c'est dommage de faire tout ça pour au final le dernier set totalement exploser, quoi. Alors après on se dit Gaël Monfils l'année dernière, en 2021, c'était une année catastrophique. Il n'a pas passé son meilleur résultat, c'était un 2e tour. Donc là, commencer qu'un quart de finale, on peut nourrir des espoirs pour lui, pour les autres grands chelems et puis pour les tournois annexes, 250, 500, les masters aussi. Complètement. Après c'est l'âge de la maturité pour Gaël Monfils. Je parlais de son irrégularité tout à l'heure. Peut-être que cette saison il va nous montrer un nouveau visage. Il commence à se faire vieux, mais qui dit plus âgé dit plus d'expérience. Et en tout cas il désespère pas. Il a dit j'ai 35 ans, je vais essayer d'aller au moins une fois au bout. Parce qu'il continuera. Il veut gagner un grand chelem. C'est une belle mentalité. Et cette volonté là, je pense qu'elle peut l'amener loin. Mais il faut qu'il garde cette volonté là pendant toute la saison, qu'il se prépare très bien pour les grands chelems. Et Roland Garros, pourquoi pas. Il y avait d'autres matchs, justement, le numéro 2 mondial d'Ali Medvedev face à Félix Auger-Aliassime, le Canadien. Quel match là aussi. Quel match, ouais. Tony l'a dit, Medvedev a réussi à faire une remontée incroyable, on sait pas d'où elle est venue. Il nous a fait un peu une Djokovic à Roland Garros l'année dernière, vraiment, et ça lui arrivait plusieurs fois pendant les combats de perdre 2-7-0 et ensuite de remonter. Là Medvedev c'était son tour de faire ça sur ce combat-là. Félix Auger-Aliassime, franchement, lui, mais quel joueur, j'adore ce joueur. Je le trouve assez incroyable. Après les 2 premiers sets, je pense que c'est aussi Medvedev qui n'était pas du tout dans son match au début. Mais Aliassime est très fort, il est excellent. Je pense vraiment que Félix Auger-Aliassime, lui, a le potentiel pour rentrer durablement dans le top 5 dans le futur. Après, il y a beaucoup de prétendants pour ça, mais ça fait déjà, l'année dernière, il avait fait déjà une super saison. Et ça, je pense qu'il peut faire ça, mais en tout cas, il aura posé beaucoup de problèmes à Daniil Medvedev. Mais Medvedev, en tout cas, quand on voit la fin de son match, il y a de grandes chances, enfin, pas de grandes chances, parce que bon, le prochain match, c'est Tsitsipas, mais
mais je pense qu'il peut quand même aller chercher le tournoi. On verra, il y a encore du coup les demi-finales et la finale à aller chercher, mais voilà. Autre match en 5-7, l'autre Canadien qui est en quart de finale, Denis Shapovalov, éliminé par Rafael Nadal, également en 5-7. Là aussi, on a assisté à un spectacle incroyable. J'ai lu que le Canadien n'était pas content de Non, il y a eu des réactions avec l'arbitre, parce que Rafael Nadal prenait trop de temps. Ça, c'est pas la première fois avec Rafael Nadal. Hein. C'est vrai qu'il prend son temps, lui, dans ses pauses. Ça doit être énervant pour l'adversaire. Ouais, toujours, c'est vrai. Il va toujours à la limite, mais on connaît sur les petits tics de Rafael Nadal qui met toujours 3 ans à servir. Bon, ça fait durer le match, hein, donc ça fait durer le spectacle, mais ouais, ça doit être très frustrant aussi pour les adversaires, surtout quand ils sont dans un temps fort. Rafael Nadal prend tout son temps pour les calmer. Bah ouais, mais c'est stratégique. C'est stratégique. Puis il est calme en plus, Nadal. À chaque fois, il a un visage, aucune émotion. Il a un poker face, ouais. Et puis Tsitsipas, qui n'a fait qu'une bouchée de l'Italien Yannick Sinner en 3-7-0, tout simplement. Ouais. Tsitsipas donc en demi-finale. En demi-finale contre Daniil Medvedev, et bah là, quel match ouais, ça va être un match incroyable. Il y a moyen que Tsitsipas pose beaucoup de problèmes à Daniil Medvedev, mais Medvedev, lui aussi sur le papier, il a quand même la possibilité d'aller chercher la place de numéro 1 mondial. Je pense que ça doit lui trotter un petit peu dans la tête, dans un coin de sa tête. Donc c'est un match à regarder. C'est un remake de la demi-finale de l'année dernière, l'Open d'Australie. Medvedev n'avait fait qu'une bouchée à l'époque de Tsitsipas 3-7-0, mais là je pense que l'étau sera resserré. L'étau sera resserré, ouais, bah peut-être que ça lui a mis peut-être un coup à la confiance aussi de se prendre 2-7 par Roger Aliassime, mais ouais, faut voir, le match risque d'être incroyable et je pense que c'est à regarder. Dans tous les cas, c'est à regarder. Et l'autre demi-finale aussi, j'imagine. Bah ouais, l'autre demi-finale, ouais, ça va être super. Nadal contre Berrettini, pardon, excusez-moi, j'ai eu un trou. Nadal contre Berrettini. Berrettini, bon, il a joué en 5-7, Nadal aussi a joué en 5-7, mais l'expérience de Nadal risque de poser certainement des gros défauts à Berrettini. Berrettini nous a montré aussi qu'il avait eu du mal face à mon fils. Donc bon, on va voir, ça va être un très beau match aussi. Mais je mettrai une petite pièce sur Rafael Nadal quand même. Moi aussi. Rafael Nadal pour aller au bout donc, de ce tournoi. Qui apparaissait pourtant diminué après son match face au Canadien en disant qu'il était peut-être légèrement blessé. En tout cas, il sentit que c'est quand même compliqué de revenir à haut niveau alors qu'il avait arrêté sa saison en août dernier. Ça serait énorme. Rafael Nadal qui gagne l'Open d'Australie, qui serait désormais le seul recordman, ça serait incroyable. C'est là où il faut faire attention aussi parce que Rafael Nadal, on sait que dès qu'il a une petite gêne, une petite blessure sur lui, il a beaucoup de mal à se mettre dans le match. Il appelle beaucoup les kinés et ça lui est déjà arrivé d'abandonner comme ça en cours de match. Donc faut voir. Mais bon, on va voir Rafael Nadal sûrement. Je pense qu'il va être conquérant. Lui, il a envie aussi d'aller chercher des grands chelems avant la fin de sa carrière. Donc c'est l'occasion ou jamais. Rafael Nadal donc pour vous, pour le goût. Ouais, ou Medvedev, un des deux. Ou Medvedev, je vais dire Medvedev. Moi, je vais dire Medvedev. Je pense pareil. Je pense que le vainqueur du match Tsitsipas-Medvedev ira au bout du tournoi. Je pense. Ouais, je pense aussi, en vrai, oui. Bon, donc Tsitsipas ou Medvedev. En soi, tout le monde peut aller au bout. Peut-être moins Berrettini, mais mine de rien, il a l'expérience d'être dans le dernier carré depuis quand même pas mal de temps. Il a quasiment chaque tournoi, il est dans le dernier carré. Donc attention, ça peut la petite pièce pour l'Italien. À donc voir. Voilà pour l'Open d'Australie. Je reviens au Mercato. C'est Alexis qui me dit ça. Évidemment, c'est une émission interactive. C'est qui Alexis? Notre chroniqueur qui est malheureusement touché. Notre chroniqueur malheureusement touché habituellement. Qu'on salue. Et qui nous dit donc pour revenir au foot, c'est bien, c'est une émission interactive. Il y a de la réaction, c'est ce qu'on aime. Robin Gosens de l'Atalanta vient d'être prêté à l'Inter Milan avec une option d'achat de 22 millions. Ouais, je sais, donc je suis pas étonné. C'est bien pour lui, moi je trouve que c'est un bon joueur, surtout depuis l'Euro qu'il a fait. Avec l'Allemagne, il a été pas mal. Pour moi, les deux. Bah, l'Euro, l'Allemagne elle a pas fait un bon Euro. Non, mais lui en tant que joueur, je le trouvais bon. Okay. Après, non, mais je trouve que c'est à partir de là qu'il a commencé à se révéler. Et puis avec le bon parcours de l'Atalanta aussi en Ligue des Champions. Ouais. Surtout, et c'est bien, il upgrade avec un plus gros club, l'Inter Milan, et je pense que c'est un club qui pourrait lui convenir. Ouais, ça lui convient bien. Voilà, pourquoi on était revenu au point Mercato, et donc là l'Open d'Australie qu'on vient de débriefer, donc les demi-finales auront lieu cette nuit pour l'Open d'Australie. Le hand, il y avait du hand, et alors hier, on s'est fait peur. On s'est fait peur parce que l'équipe de France a joué son dernier match en tour principal et elle a failli se faire éliminer par le Danemark. Il fallait soit faire match nul,
soit gagné. Et quand on a vu le score à la mi-temps, on s'est dit que ça n'allait pas le faire. Tony, une réaction par rapport à cette équipe de France totalement à réaction. C'était chaud, j'avais le mot au ventre, vraiment, ça me stressait un peu parce que bah du coup, si à la fin franchement, Oui, après on a fait une belle remontada donc c'était bien, donc ouais, donc les demi-finales de handball pardon, avec la France et Danemark qualifiés du groupe 1 qui rejoignent l'Espagne et la Suède en demi-finale. Donc demain nous aurons à 18h le match Espagne-Danemark et France-Suède à 20h30. La France donc qui s'est qualifiée dans le dur contre une équipe danoise avec une très très bonne défense. Mais bon, la France a réussi la remontada, ça s'est joué à la limite vers les dernières secondes. Avec le but de Dikamem, l'arrière droit du FC Barcelone qui a mis le 30e but du coup. Donc la France s'impose d'une unité 29-30 dans les dernières secondes. Donc les buts ont été faibles en défense. Même le Vincent Gérard, le gardien, m'a un peu déçu. J'aurais préféré qu'il fasse quand même quelques arrêts, mais bon. C'est dommage comparé au gardien danois qui a été plutôt très bon. Et puis voilà, donc les Français sont quand même imposés avec leur soif de vaincre et ils sont accrochés jusqu'au bout. Et c'est de bonne augure pour le prochain match contre la Suède. Maintenant, va falloir travailler un peu plus en défense. On avait déjà vu ça au début du tournoi, des lacunes en défense. Ils les avaient retravaillé un peu. Donc là, va falloir vraiment qu'ils s'y remettent. Et voilà, on espère en tout cas décrocher une place pour la finale. Les Français, donc en demi-finale de ce championnat d'Europe, qui avait fait une prestation déjà médiocre, qui avait perdu face à l'Islande. C'est vrai que face au Danemark, c'était très mal parti. C'était très très mal parti, mais il faut garder de l'espoir pour l'équipe de France, parce que ce genre de match, qu'on va les gagner au forceps comme ça, c'est des matchs qui donnent de la confiance, qui soudent un groupe, parce que dans la difficulté, quand un groupe est capable de repartir de l'avant et d'aller gagner un match difficile comme celui-là, c'est là où ensuite dans la compétition ça donne un gain de confiance monstrueux pour ensuite du coup aller chercher encore plus haut et aller peut-être aller gagner le tournoi. Mais c'est intéressant ce que dit Zolkon 8. Alexis. C'est le premier arrêt de Vincent Gérard à la 43e minute. Ouais, c'est ça. Il est un peu déçu. C'est dire quand même de la faiblesse française, notamment à se porter à l'attaque et puis de subir. Victor, la France peut-elle aller au bout? On peut se dire. Bon après avoir gagné contre le Danemark, forcément oui on peut se dire ça, mais attention quand même parce que la Suède c'est pas un adversaire facile, et même si on arrive à gagner, que ce soit contre l'Espagne ou en Danemark en finale, bon, si c'est le Danemark, ils vont forcément avoir envie de se venger, et si c'est l'Espagne c'est pas très facile non plus, hein. C'était les favoris aussi. L'Espagne avec un très bon pivot, Figueras, voilà, pivot de l'équipe de Chartres de handball, petite dédicace à mon club. Ça, non, parce que sur les réseaux de Chartres je vois qu'ils encouragent beaucoup l'Espagne. Je me suis dit, comment ils connaissent ce joueur? Enfin, moi je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc l'équipe de France en demi-finale, et puis donc Espagne-Danemark, ça sera un très gros match. Ouais. L'Espagne a un tenant du titre. Ça va être beau, et même la France contre la Suède, on va voir ce que ça donne, mais ouais, je pronostiquerais bien soit un France-Espagne en finale, j'espère, et après ça serait beau quand même, hein, je pense à Danemark-France en finale. Les Français pour nous refaire le coup de Tokyo, qui s'était imposé, qui avait gagné ce championnat, ces JO là, champion donc olympique, et on espère donc champion d'Europe dimanche. Mais donc il faut gagner demain, 20h30. Voilà pour le hand. Passe à ce 5e sujet de notre émission Team Sport, le biathlon. Oui, il y avait du biathlon la semaine dernière. C'était en Tols en Italie, avec donc Victor, les principaux résultats de la semaine dernière. Ouais, je vais faire jour par jour. Donc on a eu jeudi le 20 km homme avec la victoire du russe Anton Babikov et la première place du français Simon Détieux 6ème. Petite déception pour les hommes sur cette épreuve. Vendredi, le 15 km femmes avec un doublé français, Justine Brezaz qui s'est imposée devant Julia Simon. Samedi, le 15 km homme avec un départ en ligne qui a vu Bénédicte Doll, l'allemand, s'imposer avec un premier français, Antonin Guigona, qui a fini 4ème. Ensuite, toujours samedi, le relais femmes, la Norvège qui s'est imposée et la France qui a terminé 3ème. C'était chaud avec l'Italie, on a dû voir la photo finish. Dimanche, le relais homme avec une petite déception pour l'équipe de France qui a fini 4ème. Devant, c'est la Norvège qui s'est imposée. Chez les femmes, le 12,5 km, c'est Dorothée Avireur qui s'est imposée avec en première française Anne Chevalier et la notée la 5ème place de Justine Brezaz.
Et enfin, pour le classement général, toujours Quentin Fillon-Maillet leader chez les hommes, mais à noter aussi que Emilia Jacquelin prend la 2e place suite au mauvais résultat de Samuelson. Et chez les femmes, toujours Rose-Yolande qui est leader. Ouais, d'ailleurs, Samuelson n'était pas là, il préparait les Jeux Olympiques qui arrivent très prochainement, comme plusieurs Norvégiens aussi qui n'étaient pas là. Des résultats, vous êtes déçus les Français, bon, il n'y avait pas Emilia Jacquelin, il était notamment pas là, il préparait aussi des JO. Les Français un peu déçus. Ouais, je suis un tout petit peu déçu. J'ai l'impression que ça montre un petit peu de fatigue avant les JO et c'est pas forcément bon signe. Après, ils ont le droit de passer à côté d'un week-end, c'est sûr. Il n'y a pas de souci avec ça, mais avant les JO, c'est jamais bon pour la confiance de passer un petit peu entre guillemets à côté. Ils ont été classés, mais c'est un peu dommage de passer à côté d'un week-end comme ça. Donc faut voir, ça augure pas forcément quelque chose de très bon pour les JO, même s'ils font une saison quand même incroyable et que la confiance, j'imagine qu'elle part pas seulement en un week-end comme ça. Mais bon, ça met un petit coup quand même au moral et faut voir. Moi, j'ai perdu un peu de confiance du coup, moi, personnellement, à propos des Français par rapport aux JO. Mais bon. Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'ils ont. Enfin, soit ils ont voulu un petit peu se reposer, mais aussi par exemple sur le relais femmes, 3e, ils ont pas mis une compo qu'ils auraient pu mettre quand ils sont imposés le week-end d'avant. Non, moi je pense qu'ils veulent se reposer un petit peu aussi et. Ouais, moi je suis confiant quand même, hein, franchement. C'est vrai, des déceptions aussi, on pouvait s'attendre à Quentin Fillon-Maillet qui a raté pas mal lors de la Mastart. Fabien Claude aussi, des Français qui partaient bien, en tout cas sur les skis qui sont à l'aise, surtout on pense à Quentin Fillon-Maillet finalement. C'est un petit peu déraillé, puis cette victoire inattendue de Bénédicte Doll, Victor, là qu'on s'y attendait pas. Parce que Johannes Beu était quand même bien parti pour s'imposer, et puis il a fait un tour à la pénalité lors du dernier tir, et c'est ce qui a donné la victoire à l'Allemand. Ouais. Pour la Mastart, donc homme. J'ai envie de dire attention à Johannes pour les JO. Ouais. Attention à lui. Il est décevant depuis le début. C'est vrai qu'on l'a pas vu. Il pouvait s'attendre à largement mieux. Il est inexistant. Il a pas gagné. Il a pas gagné encore. Il a pas été classé. Enfin. Il est seulement 5ème au classement général de la Coupe du Monde. Mais attention à lui. Ça peut être la surprise de cette saison au JO. Tu serais donc pour dire qu'il peut faire un. Cette saison, c'est un peu la grosse côte, c'est le mec qu'on n'attend pas forcément. Et là, ce week-end, il nous a montré quand même un nouveau visage par rapport à ce qu'il a montré depuis le début de saison. Et ça, par exemple, pour la confiance, comme je le dis, comme j'ai répété tout à l'heure, pour la confiance, c'est très bon pour lui. Et Johannes, on sait que quand il met le mode champion, le mode beast mode dans sa tête, il devient incroyable, il peut aller chercher n'importe quelle course. Donc, attention à lui. Attention. Et d'ailleurs, les Jeux Olympiques qui débuteront la semaine prochaine, dès le vendredi, ce sera l'occasion pour Team Sport de faire un petit point la semaine prochaine sur les athlètes, notamment français, qui participeront et les chances de médaille lors de ces épreuves. Victor, tu as parlé de ce classement général, donc Fillon-Maillet, Jacquelin aux 2 premières places, Simon Détieux aussi qui intègre le top 10 et 9ème. Et chez les femmes, bon, intouchable, hein, Marthe Roiseland Marthe Roiseland, j'ai bégayé. 651 points toujours en tête. Et puis donc la première française, c'est Justine Brézaboucher qui est 7ème. J'espère que les Françaises aussi vont un petit peu se mettre. Même s'il y a eu du vent sur le sprint quand même, ils ont fait le doublé. Ouais, elles ont toutes été là sur cette course, comme tu l'as dit. Mais ouais, les Françaises, c'est un peu l'irrégularité tout le temps. C'est toujours pareil avec les Françaises en biathlon, mais sur une course, elles peuvent être incroyables. Alors attention aux JO, je sais pas ce que t'en penses Victor, mais je pense que les Françaises elles peuvent nous surprendre aussi pendant les JO, même si elles sont un peu irrégulières cette saison. Individuellement c'est vrai que c'est irrégulier, mais collectivement, comme on a pu le voir sur le relais, 3ème encore. Enfin moi je suis quand même assez confiant. Non mais c'est vrai que t'as raison, sur une course ils peuvent nous surprendre. Je pense pas à Justine Brezaz par exemple, même Julien Simon qui par-ci par-là vient de gagner une course et ils peuvent faire un écart de génie, donc non je suis confiant quand même. Et puis sur le relais des Françaises, il y a de grandes chances qu'on voit une très belle course. Ouais, il n'y aura pas de Coupe du Monde de biathlon ce week-end, puisque en biathlon ce sera les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe, souvent on parle peu médiatisé. Non, faut pas s'attendre à avoir des stars. À Harbert en Allemagne, donc, qui ont commencé hier jusqu'au 30 janvier. C'est vrai qu'on ne retrouve pas les stars qui sont présents. C'est compliqué de jongler entre les différents championnats.
Voilà, c'était juste à titre informatif avec donc, des Français, une sélection qu'on pourra donc retrouver, qu'on espère aussi des chances de médaille. On en reparlera la semaine prochaine sur TeamSport. Voilà pour les infos principales de l'émission. C'est le temps d'ouvrir maintenant la fameuse rubrique les infos en vrac. Cette chronique j'aime bien. Donc avec Victor, la première actualité, le cyclisme. Ah, moi c'était le rugby. Le cyclisme ou le rugby. Je vais commencer par le rugby. Je vais commencer par le rugby, allez. Ça fait plaisir. Allez, si tu veux, je te lance rugby, Coupe d'Europe, les résultats. Ouais, avec les principaux résultats, avec les Arlequins qui se sont imposés face à Castres 36-33, La Rochelle qui s'est imposée face à Glasgow, Clermont qui s'est incliné face aux Ulster, Montpellier qui, après une énorme défaite la semaine dernière, lui s'est réveillé en s'imposant 37-26 contre Exeter. Et enfin le Stade Français qui s'est imposé 37-31 contre Connacht. À noter les défaites sur le tapis vert du Racing, Toulouse et Bordeaux. C'est à cause du Covid, hein. Je préfère préciser. Ouais, non, voilà pour le rugby, c'était très clair en Coupe d'Europe. Ouais, et on va juste rajouter cette fois-ci pour le 15 de France et le tournoi destination que les deux stars de l'équipe de France, Antoine Dupont et Romain Tamac, ont été testés positifs au Covid-19. Ils sont donc absents du stage de préparation et ils pourraient manquer le premier match du tournoi, c'est dimanche 6 février face à l'Italie au Stade de France. Et d'ailleurs, Victor, tu seras envoyé spécial au Stade de France pour ce France-Italie. Moi j'attends le lundi 7 février un débriefing sur la table et comme ça, on en parle pour l'émission. Voilà. Il va faire la navette, il va y avoir l'IPSG après ensuite. Donc, l'IPSG, quelle journée. Double voilà. envoyé spécial. Double envoyé spécial. On va voir ce que je peux faire, les enfants. Voilà, pour les infos rugby, maintenant cyclisme. Cyclisme, ouais, la carte du grand départ du Tour de France 2023 a été dévoilée avec 3 jours dans le Pays Basque qui lanceront donc la grande boucle pour la deuxième fois de l'histoire après 1992. Le tracé permettra aux punchers de se dévoiler durant les 3 étapes entre Bilbao et Saint-Sébastien. On parle du Tour de France aussi, on va parler d'un ancien vainqueur, Egan Bernal, qui donc, vous le savez, a chuté gravement en Colombie, c'était lundi. Il ne sera donc pas au départ du prochain Tour de France où il devait être donc l'un des adversaires les plus coriaces de Pogacar, le double tenant du titre. Ça jette aussi un énorme flou sur la suite de sa carrière parce que c'est vrai que c'est un accident qui est très grave, oui, mais là pour l'instant il est à l'hôpital et on espère que ça va aller. En saison finie pour Egan Bernal. C'est dommage parce que c'était. Qui pouvait inquiéter comme. C'était l'un des seuls. Qui pouvait inquiéter Tadej Pogacar notamment sur le Tour de France et. À la place, ils vont miser sur Carapace, je pense. Ouais. Et Carapace sur les pavés, on ne sait pas ce que ça va donner. Ouais, c'est pas terrible. Cette étape-là des pavés risque de faire du mal au leader. Et je pense qu'on peut voir des gros écarts sur cette étape-là. Donc à voir, le Tour de France, je pense qu'on ne peut pas donner de vainqueur avant l'étape des pavés. On peut peut-être prévoir aussi un Pogacar parce qu'on sait qu'en montagne il va être certainement incroyable. Mais avant l'étape des pavés, on ne sait pas ce que ça peut donner. Surtout si c'est un jour de pluie, alors là ce serait vraiment. Ouais, moi je sens un Pogacar très à l'aise sur les pavés, très à l'aise partout. Donc je vois pas comment. Tu le vois survoler les pavés ? Non, je vois pas. Après, il est tellement fort partout que. Ouais, oui, c'est vrai. Pour les infos cyclistes, on aura l'occasion, puis il y aura le Giro avant. A noter aussi que Thibaut Pinot sera aligné sur le Grand Prix de la Marseillaise, alors qu'il devait reprendre 1 ou 2 semaines plus tard. C'est ce week-end le Grand Prix de la Marseillaise. Ouais, oui, c'est pour ça. Il devait reprendre 1 ou 2 semaines plus tard. Il remplace Miles Scott Stone, je crois, de la FDJ, pardon. Donc moi j'ai hâte de revoir Thibaut Pinot en tout cas. Il y avait maintenant d'autres infos aussi. Attends, 2 secondes, je verrai 2 secondes, petit temps avant le basket, c'est ça NBA? Non, c'est WRC. WRC, oui, avec Sébastien Loeb. Sébastien Juste avant, petite info mercato de notre envoyé spécial Covidé Alexis. Et une deuxième. Une deuxième maintenant, donc, qui nous informe que Callum Chambers vient de s'engager, quitte Arsenal et vient de s'engager avec Aston Villa. Donc on le rappelle, il rentrait plus dans les plans de Mikel Arteta. Et que pensez-vous du mercato d'Aston Villa qui a plutôt bien commencé avec Lucas Digne. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Ouais, on en avait parlé. C'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière, excusez-moi. Mais en plus, Callum Chambers, pardon, c'est pas mal. Et Daniel Wass aussi, qui est aussi pressenti à Marseille, donc ça on en parlait déjà pas dans notre prochaine. Non, et si finalement l'Atlético jusqu'en 2020. Ah, j'ai pas tout lu. Voilà, ça part un peu dans. Voilà. Merci en tout cas pour la réactivité. Ça a été une belle recours pour Marseille. La réactivité de ces infos foot. Et donc, il y avait, pour finir les infos en vrac, il y avait aussi Sébastien Loeb, WRC, Tanguy.
Ouais, Sébastien Loeb, incroyable. Hein. On sait que ça fait quelques années qu'il a arrêté le WRC, il apparaît sur des rallyes à droite à gauche, mais c'est complètement fou. Il remporte du coup la 90e édition du rallye de Monte Carlo, un rallye complètement mythique hein, du coup. Et c'était devant un autre Français, Sébastien Ogier. Donc vraiment les deux, ils ont monté les couleurs de la France au monde entier sur ce rallye de Monte Carlo. Ils ont survolé vraiment la course. Et du coup, les deux aussi, qui remportent, enfin qui sont au top avec leur nouveau copilote. C'est d'une adaptation aussi incroyable. Donc il y a Isabelle Galmiche du coup pour Sébastien Loeb et Benjamin Veillas pour Sébastien Ogier. Et l'adaptation, elle a été folle pour ces deux duos. Donc Sébastien Loeb qui est allé chercher une nouvelle victoire en WRC. C'est sa 80e victoire sur le circuit, le plus vieux vainqueur d'un rallye en WRC. C'est ouf. C'est complètement fou. Son 120e podium aussi en carrière. Et un petit pourcentage que j'ai vu passer cette semaine dans la presse, c'est lorsque Sébastien Loeb est engagé en WRC, c'est 46% de victoire. Ouf. Une victoire sur deux. Ouais, non, c'est incroyable. La statistique, elle est complètement folle. C'est là on voit que c'est complètement. Ça restera la légende, je pense. À vie pour le rallye. Ouais. C'est sûr. Donc, et aussi, petite info, Ogier et Loeb sont maintenant à égalité de victoire sur le rallye de Monte Carlo. Ah, ça promet peut-être les prochaines éditions. Ouais, pour la prochaine édition, ça peut être le petit combat entre les deux. On sait qu'en plus, au début de leur carrière, les deux, quand ils roulaient chez Citroën, ils étaient un peu en conflit interne. Parce que Citroën était un peu avec Sébastien Loeb et Sébastien Ogier était un peu l'étoile montante, donc les deux ne s'appréciaient pas trop. Aujourd'hui, ça a l'air de s'être apaisé. Ouais. Mais il y a encore un petit peu de combat, du coup, entre les deux, ça continue. Donc, Sébastien Ogier, qui n'avait pas le temps de souffler, puisque figurez-vous qu'après ce rallye de Monte Carlo, il s'est envolé en Espagne sur le circuit d'Aragon pour piloter la Toyota GR010 hybride alignée en WRC, prototype hypercar donc pour cette saison 2022. Et donc il se pourrait que Sébastien Ogier, pas cette année puisqu'on a déjà les 6 pilotes engagés chez Toyota, mais puisse être engagé dans un programme hypercar ou LMP2. On parle plus du LMP2 et pourquoi pas revenir chez Toyota en 2023, sachant qu'il est déjà engagé en WRC. Il avait évoqué cette nouvelle carrière un peu en endurance. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne réussisse pas en endurance. Ça peut être une vraie option de carrière. Sébastien Loeb va aussi rouler en endurance, donc Sébastien Ogier va aussi le faire désormais. Et ça peut être cool, mais ouais, faut qu'il continue encore à faire quelques tests comme ça et pas s'engager tout de suite directement dans l'endurance, mais son programme de test en tout cas, je pense que c'est la meilleure chose pour lui. Voilà pour ces infos. À noter aussi en sport automobile, d'ailleurs si vous êtes fan ce week-end, il y aura la première grosse course automobile, il y aura les 24 heures de Daytona en championnat nord-américain, ça sera sûr à partir de 19h30 samedi, avec un gros plateau, la 60e édition, ça nous promet un très très beau spectacle. Voilà pour les infos sport en vrac. D'habitude, c'est l'heure du quiz, vous le savez, mais notre confrère Alexis n'est pas là. Mais pour autant, on va quand même jouer, on va quand même avoir des points, et ça sera des pronostics ce soir. 3 pronostics à venir, et petite règle, les points compteront double ce soir. Alors attention, les pronostics vont devoir vous coûter cher. Ça se fait pas pour Alexis. Si, puisqu'Alexis va me donner ses pronostics par le chat. Alexis, ça se trouve, il regarde plus, on sait pas. Participe ou quoi. Alexis, les pronostics tu vas avoir. Il y aura un pronostic Coupe de France, il y aura un pronostic Open d'Australie, et il y aura un pronostic Hand. Donc on est servi pour tous les goûts. Un pronostic donc d'abord Coupe de France, ça sera, j'ai choisi un gros match, Lens-Monaco. Bon, un gros match, ouais. J'attendais mieux. J'attendais le PSG Nice. Ah, quand même, ça aurait été trop facile si j'avais. Lens-Monaco. Je veux le victoire de Monaco. Je vais dire 3 à Monaco. Monaco, on a tendance à les voir beaucoup. C'est à Lens, c'est à Lens. On a beaucoup tendance à les voir dans le dernier carré des Coupes de France, donc. Ouais. Mais bon, Lens, ça me ferait plaisir, ils sont sur une bonne lancée. Non, ça fait pas plaisir. Ouais, toi, forcément, t'es Lillois, mais. Ouais. Je sais pas, je suis mitigé. En tout cas, je vois le match peut-être aller au penalty. Ouais. J'aimerais bien, parce que j'aimerais que ce soit serré entre les deux, et bon, allez, je vais dire. Non, victoire de Monaco quand même. Victoire donc. C'est au tir au but, hein, cette victoire. Au tir au but, oui. Au tir au but. Et en match à la fin des 120 minutes, combien 1 partout. 1 partout, et donc Monaco au tir au but. Si jamais le score est bon à l'issue des prolongations,
les points seront pour Tony puisqu'il devra pronostiquer le merci, bon score à Ça l'issue des prolongations. 1-1 et donc Monaco aux prolongations. Tanguy. J'ai envie de changer de mes deux collègues. Je vais dire 2-0 Lens. 2-0 Lens. Ça, c'est du lourd. J'y crois. Et Toi, Antoine mon pronostic, ce Elle joue pas sera. Alexis sinon. Il y a pas l'air de. Alexis, on aura l'occasion d'en reparler Oui. peut-être. Voilà. Oui, Victoire de Lens, je vais dire une victoire de Lens sur le score de 2-1. Ah, il a parlé, Alexis. C'est 2-1 pour Lens. 2-1 pour Lens aussi, Ah. Alexis. Donc Alexis, on peut avoir des mêmes pronostics, après tout, c'est pas interdit. 2-1. Ce qui fait, c'est que si Alexis et moi a un bon résultat, on aura donc, on multiplie les points, donc ce sera donc 2 points. Mais toi tu n'es pas dans le classement du coup. Mais moi je ne suis pas dans le Tu classement. donnes tes points à qui? Alors, Ah ouais. moi je ne donne pas mes points. Je ne donne Le pas juge mes points. impartial. Je suis juste impartial, exactement. Pronostic Open d'Australie, la demi-finale entre Tsitsipas et Medvedev. Et il faut donner le nombre de sets aussi du coup. Non. Juste entre. Vainqueur. Juste Bon, 2-7. le vainqueur. Le Le vainqueur. Le vainqueur. Ce sera déjà bien, le C'est vainqueur. quoi, Medvedev Tsitsipas Medvedev, ou- Tsitsipas. Ok. Je Medvedev. regarde Medvedev aussi. Ouais, tout à ouais, si. Ouais, Medvedev. J'étais sur le point de changer mon. Mais non, Medvedev au-dessus. Medvedev pour tout le Après, monde. il y a le fait que Tsitsipas a passé moins de temps sur le cours sur le dernier match. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais vu la mentalité de Medvedev sur son dernier match, justement, je pense qu'après des gros efforts comme ça, il va vouloir continuer. Après, physiquement, je Ah. pense que ce sera plus dur. Alexis, Tsitsipas pour le beau Tsitsipas jeu. pour le beau jeu. Ouh, Ce qui est lui. bien, c'est que si Tsitsipas gagne, il prend l'avantage, attention. C'est vrai. Alexis, tu préfères qu'on t'appelle Alexis ou Zolkon? Enfin, pronostic de la demi-finale de hand, c'est demain, France-Suède. France-Suède, bah la France. Attends, on dit plus 5 ou genre. France 5 avec plus 5, un écart de plus 23, 5, ouais. Ok. Moi je dis la France s'impose avec un plus 3. Moi je dis plus 2 la France. Plus 2 pour donc Victor Pour la France. Et plus 3. et plus 3 pour Tony, Tanguy. Moi j'ai envie de croire en un match qui va jusqu'au bout du suspense comme le dernier match. Je dis France plus 1. Plus 1. Alexis, on attend ton résultat et moi je vais dire. Écoutez, Ouais, pas mal. je vais dire plus 2. Plus 2 également. Qu'au pire. Ouais, moi je suis en fais que copie. dire ce que disait. Moi je suis en copie, hein, c'est ça. Voilà. Alexis, donc on attend ton dernier résultat. Nous donnera en privé. Qui nous donnera peut-être après, hors Ouais, je fais émission. un décalage, donc attends. On va attendre quel moment. Donc cette demi-finale tant attendue entre la France et la Suède, on l'aura peut-être pas, mais c'est pas grave, on l'aura derrière en off, comme on dit. Attends, c'est bon, moi je pense que la Suède va nous battre plus 2. Plus 2 pour la Suède. Ah, bah il se différencie de nous. Il joue les grosses côtes aujourd'hui, Alexis. Et la grosse code, voilà, Alexis, plus Il 2. va supporter l'Espagne, Alexis. Ouais, C'est ouais. pour ça. Espagnol. En Espagnol. tout cas, ça marque la fin de cette émission Team Sport. J'étais très content de la faire avec vous dans ce studio un peu spécial ce soir. Et si jamais vous avez été content, on pourra peut-être reproduire ce genre de formule. On vous remercie d'avoir été si nombreux à participer, à être présents sur le chat, notamment Alexis qui était présent à distance. Merci aussi à la réalisation. On l'a retrouvé, Edgar, qui a fait un super Edgar. boulot à la réalisation. Voilà, on le remercie. Et puis on vous dit donc à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Je ne sais pas encore quand, il n'y a pas de date fixée. On va espérer mettre bientôt un horaire fixe. Ça sera mardi ou jeudi, ça c'est sûr. On vous préviendra sur les réseaux sociaux. Dernier mot, messieurs. Portez-vous bien. Et puis Ciao à tout le bientôt. monde. Peace. Allez, Ciao, ciao. Allez, salut. ciao ciao les gars.